Ce que je voudrais dire aussi, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Je parlais récemment. Amen. Ouais, ça c'est important parce qu'on parle beaucoup de succès, il n'y a pas de succès sans échec. Et les échecs sont très bien. Il faut des échecs. Si quelqu'un s'estime avoir réussi sans avoir échoué, la personne n'a pas réussi. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'on a réussi si on ne sait pas ce que c'est que de tomber, ce que c'est que d'échouer. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et c'est aussi quelque chose que le sport... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo, nous pouvons commencer. Pour la reprise de Succès Made in Femme, l'invité est Doris Dunon. Basée à Sydney, en Australie, où elle a créé sa société Smart Mango, Doris est experte en marketing d'export. Dans cet épisode, découvrez comment ses origines martiniquaises l'ont préparée à travailler à l'international, comment ses expériences professionnelles l'ont aidée à redéfinir la place de la femme et l'influence de ses voyages sur sa vision du succès. L'invité de cette semaine a une carrière de plus de 13 ans dans l'industrie du marketing stratégique, marketing international. Aujourd'hui, elle est experte en marketing d'export. Elle est également la fondatrice de la société Smart Mango, spécialisée dans le marketing d'export. Elle est actuellement à Sydney, en Australie. Bonjour Doris Dunon. Bonjour Claudia. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, dis-moi. Ça va, merci. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Succès Made in Femme. Justement, la première question, puisque nous sommes dans une situation particulière, comment vas-tu et comment se passe la crise sanitaire pour toi en Australie? Alors, merci de l'invitation. Pour le moment, ça va bien. L'Australie a plutôt bien géré sa crise du Covid. On a, c'est toujours trop, mais on a quand même un faible taux de contagion, et aussi un faible taux de décès. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les choses reprennent tranquillement. Il y a 2 semaines, on est sorti du confinement. Les écoles reprennent également et l'activité économique en général. Donc voilà. D'accord. Justement, tu parles d'activité économique. Quelles ont été les répercussions sur l'export en Australie, puisque c'est ton domaine de prédilection? Oui, alors tous les domaines ont été touchés plus ou moins, évidemment à part les domaines demandés par la crise, mais les domaines ont été affectés. Après, il y a eu quand même une grosse dynamique de préparation. Donc, s'il n'y a pas eu, je pense, beaucoup d'échanges commerciaux, j'ai vu beaucoup de préparation, donc beaucoup de rendez-vous sur Zoom, beaucoup d'appels téléphoniques, et beaucoup de stratégies pour l'après-confinement, les idées de comment on peut rebondir de manière générale. Donc, une dynamique à ce niveau-là au niveau des exportateurs. D'accord. Justement, est-ce que de nouvelles opportunités se dessinent? On voit qu'il y a une nouvelle reconfiguration en matière de travail, puisqu'on beaucoup d'utilisation de Zoom. Et justement, est-ce que des opportunités se sont dessinées particulièrement en Australie? Alors l'Australie, par rapport à l'éloignement du pays, c'est une culture habituée aux relations à distance. Et là, on voit que ça s'est vraiment confirmé. Donc les opportunités beaucoup au niveau des services informatiques, mais également de tout ce qui est entertainment, de tout ce qui est loisirs à la maison. Ouais. Tout ça, c'est beaucoup développé. Après, bien sûr, les produits ou services en relation avec la crise, là, c'est un petit peu plus du court terme, mais vraiment sur le long terme et le développement durable, le service
de manière générale, tout ce qui est informatique, tout ce qui est lié à Internet, là, ça a fait un boom incroyable. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, particulièrement par rapport à cette crise, sur, l'adaptation, des entreprises, sur le côté créatif? Alors, j'ai été très surprise. Bon, évidemment, il y a eu peut-être quelques jours de battements où les gens ne savaient pas trop comment réagir. Et puis, Mmh. rapidement, j'ai vu une dynamique. Donc, je retiens vraiment que dans un contexte de crise, surtout une crise mondiale comme ça, les gens peuvent switcher en mode solution Mmh. et les gens ont fait preuve de beaucoup de patience et beaucoup de combativité parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises et il y en aura sur le long terme qui seront touchées. Mais Mmh. même ces entreprises qui sont touchées restent très combatives, continuent à préparer, continuent à mettre en place des stratégies. Donc j'ai trouvé, je retiens vraiment que cette crise a fait ressentir un côté combatif et résistant du monde du business. Du monde du business, génial. Mm. Alors justement, en parlant du monde du business, alors toi aujourd'hui, on va parler surtout de toi. Tu Mhm. es experte en marketing d'export, mais comment est née ta passion justement pour justement cette niche? Parce que bon, on parle souvent simplement de marketing stratégique, le marketing international, mais le marketing d'export, c'est vraiment spécifique. Donc comment Oui. est née ta passion? Alors, ma passion est vraiment née je pense au début de mes études. Donc, j'ai étudié en commerce international, donc en France et en Angleterre. Mhm. Et puis, j'ai toujours eu le marketing attaché dans mon parcours. J'ai commencé mon activité professionnelle en tant que responsable export d'une marque responsable marketing, pardon, d'une marque d'électroménager. Mhm. Euh, et au début de la carrière, tu sais, quand on est encore en train de chercher ses marques, qu'on passe d'un poste à l'autre, j'ai souvent switché entre développement international, marketing, etc. Ensuite, en arrivant en Australie, je me suis vite rendu compte que le pays euh, avait beaucoup d'opportunités dans le marketing, très Mhm. peu dans l'export et encore moins dans le marketing adapté à l'export. Et j'ai compris par mon parcours professionnel que beaucoup d'entreprises cherchent à aller à l'international, mais ne sont pas forcément préparées. Oui. Donc c'est là qu'est venue l'idée de lier le marketing pour permettre aux entreprises à la fois de se préparer, mais aussi de maintenir une avance sur les marchés internationaux. Donc, ça passe principalement par une très bonne adaptation de leur offre au marché, une bonne connaissance. Et ça, c'est vraiment l'élément clé, l'adaptation pour permettre de maintenir une présence et une avance sur un marché international. Mhm. Alors, tu as évolué dans différents pays comme la France, l'Angleterre. Aujourd'hui, tu es en Australie. Et à chaque fois, tu as su t'adapter aux différentes cultures. Comment, en fait, ça s'est fait pour toi? Est-ce que ça a été évident ou est-ce que tu as eu des difficultés particulièrement en tant que femme? Alors, je pense que venant de la Martinique, on a quand même de Mhm. la chance. Mhm. Souvent, on oublie qu'on est dans ce carrefour international, qu'on est baigné de cultures diverses et variées, qu'on a beaucoup de langues à notre actif. Donc, on a quand même cette faculté d'adaptation. Le fait qu'on parle français et créole, notre cerveau est peut-être plus malléable et plus apte à apprendre une autre langue. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça a permis une adaptation assez rapide, donc en Angleterre, ensuite au Canada, en Mhm. France. Bon, il y a quand même un aspect international quand on part de la Martinique pour aller en France, et Mhm. puis l'Australie. Donc, oui, faudrait que les Martiniquais et les Martiniquaises surtout se rendent compte de l'avantage qu'on a de notre culture qui permet de rapidement s'adapter quand on part à l'étranger. Mhm. Puisque déjà à la base, on a une double culture, même si on Exact. ne se rend pas compte, Mm. franco-martiniquaise, bon voilà, ça demande une certaine adaptation, donc Ah, en plus avec les caribéenne, caribéennes, voilà, ah. effectivement. Et quelle leçon retiens-tu particulièrement de justement de ces expériences à l'étranger? Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que je retiens
un apprentissage de l'homme, en fait. Donc, on parle souvent à l'étranger avec des idées professionnelles ou des idées de découverte de pays, mais je pense qu'on apprend beaucoup de l'humain en général. On apprend l'humilité aussi parce que on voit tellement plus grand que nous, tellement plus... on voit beaucoup de choses, donc on apprend l'humilité. Le parcours humain est intéressant. Ça forge aussi le caractère, hein, surtout le caractère de femme. Donc j'ai pu voyager dans des pays où la place de la femme était très très importante, notamment au Canada, en Australie aussi. Il y a très peu de machisme dans ces pays-là. Donc ça permet de faire comprendre à la femme qu'elle a sa place dans la société, qu'elle a la possibilité de faire changer les choses. Et même dans des secteurs plus masculins, par exemple, dans mon entreprise, on travaille beaucoup avec les entreprises de la construction. Donc c'est notre secteur principal. Et dans ce secteur-là, la femme a sa place. Moi, en tant que femme étrangère en noir dans un pays comme l'Australie, je n'ai jamais senti de difficulté. Donc ça, ouais, je pense que ce parcours professionnel aura renforcé ce côté femme qui peut arriver dans ce monde. Qui peut accomplir. Il y a 30,8% de femmes entrepreneurs en Australie, et ce qui permet justement à l'Australie de se classer à la 8e place des pays où il y a plus de femmes entrepreneurs en 2019. Oui, t'es bien enseigné, exact. Ouais. Ah ben oui. Donc justement, est-ce que tu as parlé de ton expérience, mais tu as créé ta société en Australie. Est-ce que ça a été facile? Tu parles justement du fait qu'il n'y a pas beaucoup de machisme. Dans la pratique, quand tu as créé ta société, tu t'es vraiment senti libre de le faire en Australie? Oui, tout à fait. Je me suis sentie libre. Donc déjà, la création de l'entreprise même, elle va assez vite. Ensuite, après, comme dans tout pays, ça prend combien de temps à peu près? Tu peux créer ton entreprise en une journée. Après, ça prend peut-être 2-3 jours de plus pour avoir la validation une fois que tous les documents sont vérifiés. Donc, c'est très, très rapide. Ce qui prend un peu plus de temps, je pense, comme dans tout pays, c'est l'acquisition de la clientèle et puis le fait de rester sur le marché. Donc là, ça fait 6 ans que j'ai créé cette société, presque 7, je crois. Il y a eu très, très peu de barrières. Et je vais te dire, souvent, les personnes qui m'ont montré le plus d'opportunités, qui m'ont le plus aidé dans cette démarche d'entreprise, c'était des hommes, en fait. Hein. Donc, beaucoup soutenus par des hommes. J'ai un mentor qui est masculin. J'ai 2 mentors qui sont masculins, qui sont des hommes, d'ailleurs. J'ai travaillé avec des clients très, très intéressants qui n'ont pas du tout d'a priori. D'ailleurs, c'est très fortement sanctionné tout ce qui est discrimination envers les femmes et en discrimination de manière générale, raciale ou autre. Tout ça, c'est très fortement sanctionné ici. Donc, les gens te voient comme un partenaire professionnel avant de te voir comme une femme, si tu as... Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, tu as beaucoup voyagé, tu as pu voir des différences de culture. Est-ce que dans le monde professionnel, tu as vu une différence où il y a des similitudes dans les différents pays où tu as évolué? Puisque on parle souvent en termes du travail professionnel pour les femmes, du plafond de verre. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as eu l'expérience de voir ou de ne pas voir dans les différents pays où tu as évolué, comme le Canada, l'Angleterre et l'Australie? Oui, j'ai vu beaucoup de différences, beaucoup avec la France. Alors, Canada, Australie sont des pays qui sont assez similaires au niveau de la culture et au niveau de la place de la femme dans l'entreprise. La culture de business, on va dire ici, c'est pas trop une culture de la confrontation, c'est une culture qui est assez simple. Après, au niveau du business, il y a très peu de formalités. Au Canada, il y a beaucoup moins de formalités aussi qu'en France. Les gens se tutoient rapidement. Ici, ça serait l'équivalent de tutoiement. La tenue professionnelle n'est pas formelle non plus. C'est pas ce qui compte, en fait. Ce sont des pays qui sont moins sur l'apparence. Et en France...
dans les compétences? Moins sur la... Alors, au niveau des compétences, les compétences seront recherchées, mais les compétences en termes d'expérience plutôt que des diplômes. Les diplômes sont intéressants, mais c'est pas ce qui fait la différence. Il faut vraiment avoir justifié d'une expérience sur le marché. D'accord. Justifié aussi de recommandations. Donc, en Australie, j'ai vu que les recommandations avaient un rôle très important. Donc, c'est important de soigner son réseau. Dans ce genre de pays-là. Le networking, c'est la clé de tout. Ah oui, le networking, non, c'est la clé, quoi. Les recommandations des clients, principalement, c'est très, très important. Ensuite, le reste, par exemple, les gens, ils se moquent si on n'a pas un bureau flambant. Donc, par exemple, la majorité des rendez-vous professionnels se font dans des cafés. D'accord. Donc nous, on a c'est le truc qui ne peut vraiment pas se faire. Non. C'est pas très bien vu si tu n'as pas un bureau pour pouvoir recevoir tes clients. Exact. Non. Là, c'est pas du tout ça. Nous, on a un bureau et on reçoit très peu de clients. Alors, il y aura des niveaux. Après, il faut connaître les codes. Donc, il y a des rendez-vous qui doivent se faire dans un bureau, qui sont des rendez-vous un peu plus stratégiques. Mais il y a beaucoup de rendez-vous pour faire un petit point rapide, pour savoir comment ça va, pour maintenir son réseau, et tous ces rendez-vous-là se font dans des cafés. C'est la culture qui est comme ça sert à rien de les faire dans un bureau. Les gens n'aiment pas les faire dans un bureau, ils vraiment préfèrent dans un café. D'accord. Alors, tu as parlé justement du statut, entre guillemets, je dirais, de toi en tant que femme étrangère noire. On sait que les aborigènes en Australie, c'est pas toujours évident. C'est quand même encore un sujet un peu épineux. Est-ce que tu as vu une différence pour toi de traitement par rapport aux aborigènes et toi en tant que femme noire quand tu étais en Australie? Tu es en Australie. Alors, je suis quand même à Sydney, qui est une ville multiculturelle. Ouais. Je n'ai pas vu de différence par rapport aux aborigènes. Après, j'ai vu une grande acceptation des aborigènes, justement, par rapport à moi. Les aborigènes, c'est une population qui est... Enfin, c'est une communauté qui est très, très ouverte et qui est très contente d'avoir d'autres noirs, d'autres femmes noires. Donc, j'ai de très, très bonnes relations avec les aborigènes. À Sydney, les aborigènes n'ont pas vraiment de problème, même à Melbourne, dans les grandes villes en général. Il faut savoir aussi que l'Australie a un tiers de sa population qui n'est pas née en Australie, et la moitié issue de parents qui ne sont pas nés en Australie. Donc, c'est vraiment un pays multiculturel. Après, là où il y a le plus de problèmes, c'est vraiment dans les régions isolées, où il y a les descendants de colons anglais. Donc, il y a encore des problèmes qu'il faut travailler. Cette semaine, c'est la semaine du partage et de la réconciliation avec la population aborigène. Donc, c'est vraiment un moment très important dans les écoles. Il y a de forts apprentissages autour de la culture aborigène. Donc, il y a quand même des choses qui changent, et ça, c'est très, très bien. Alors, tu as parlé de la facilité de pouvoir s'implanter en Australie, de la rapidité des procédures. Enfin, quel conseil peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme si elles décident de créer une société en Australie? Pour créer une société en Australie, c'est première chose importante d'avoir l'expérience, de justifier d'une expérience vraiment pratique. Ça, c'est la première chose. Donc, je vois beaucoup de jeunes, par exemple, qui viennent juste après leurs études. Je leur aurais conseillé d'essayer de faire au moins 1 an, 2 ans d'expérience professionnelle, même si ce n'est pas une expérience très, très, très solide en France, mais de faire cette expérience avant de venir ici. Deuxième conseil, c'est vraiment de trouver une niche. Je pense que quand on arrive, surtout, on n'est pas anglophone, on n'est pas attendu, quoi. Donc pour réussir dans le monde de l'entreprise,
faut trouver une niche, il faut chercher à se différencier. Et puis, faut rester quand même naturel. Ça sert à rien même si je recommande souvent de s'adapter, mais il y a un niveau d'adaptation qui est nécessaire, mais il y a surtout un naturel qu'il faut garder. Les gens aiment ils aiment savoir se comporte de là où on vient, qu'on peut apporter au pays. Donc c'est important aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es une des références dans le milieu du marketing des sports. Tu as une carrière depuis 13 ans, tu as voyagé, tu t'es installée en Australie, tu es maman de 2 enfants. Beaucoup diront que tu as réussi. Est-ce que tout ceci correspond à ta définition du succès? Ça serait dommage de mettre un point final à une période donnée. Non, on est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, j'ai encore beaucoup de choses à voir. Succès, c'est un mot vague, c'est un mot qui est pas très dynamique, je pense, parce que j'ai l'impression qu'il s'arrête. Donc, si la définition du succès doit être sur le long terme, oui, je suis contente de ce que j'ai réalisé jusque-là, mais j'ai encore beaucoup à faire. Est-ce que tu as vu des différences de culture dans la définition même du succès, parce que c'est une notion que j'aborde beaucoup par rapport à un milieu francophone et le milieu anglophone? Est-ce que tu as vu justement à travers tous tes voyages des définitions du succès, des différences dans la définition du succès? Oui, alors je vois beaucoup de changements en plus. En plus de la culture, il y a aussi l'époque. Je trouve que la recherche du succès ne se limite plus au matériel, surtout dans les pays anglophones. On voit beaucoup de gens qui parlent de succès comme équivalent à sens. Donc, les gens recherchent davantage un sens à leur vie, une mission dans ce monde. Donc, pour beaucoup, avoir du succès, c'est pouvoir laisser son empreinte de manière durable, de manière équitable, de manière écologique. Donc ici, il y a vraiment cette dynamique-là qui se crée. Plutôt qu'un succès matériel ou financier, il y a très peu de sens, voilà, très peu de logique dans un succès financier en Australie. D'accord. Et quel message, justement, tu parles d'impact, quel message veux-tu transmettre, toi, grâce à ton parcours et ton investissement au sein de l'export, ton parcours jusqu'en Australie? Je dirais de pas avoir peur, de pas être timide, d'y aller, de foncer, mais de savoir toujours d'où on vient, de garder ses racines, d'être authentique. En fait, c'est le message que je voudrais faire passer, de ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs, tout en restant authentique. Alors, quelles sont les valeurs, selon toi, que tes parents t'ont transmis et te permettent aujourd'hui d'arriver à ce niveau d'accomplissement et de pouvoir, je dirais, évoluer dans différentes cultures et de pouvoir t'implanter dans un pays qui est différent du tien, mais où tu t'y sens bien? Mes parents m'ont appris qu'il n'y a pas de limite, qu'il ne fallait avoir peur de rien, qu'on pouvait réussir dans la vie. Mes parents m'ont aussi appris l'effort. On a toujours fait du sport aussi. Je ne vais pas parler du sport, mais on a toujours fait du sport dans la famille. Mon père a 73 ans, il court encore régulièrement. Et l'apprentissage du sport, c'est vraiment une étape primordiale, je pense, pour les enfants, pour leur permettre d'être solides. D'être solide dans le monde, de se relever, parce que un parcours n'est pas lisse, hein, donc voilà.
Voilà, donc faut toujours se relever, il y a toujours des solutions, vraiment chercher les solutions. Il y a toujours une solution à quelque chose Mhm. et de ne pas abandonner. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Je parlais récemment. Amen. Ouais, ça c'est important parce qu'on parle beaucoup de succès, il n'y a pas de succès sans échec. Sans Et échec, voilà. les échecs sont très bien. Il faut des Mhm. échecs. Si quelqu'un s'estime avoir réussi sans avoir échoué, la personne n'a pas réussi. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'on a réussi si on ne sait pas ce que c'est que de tomber, ce que c'est que d'échouer. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et c'est aussi quelque chose que le sport apprend. Quand on fait du sport, on ne gagne pas toujours. Et ça, c'est important. Donc, c'est un message que je voudrais faire passer. Accueillir les échecs à bras ouverts. Mhm. Et ce sont ces mêmes valeurs que tu transmets à tes enfants? Oui, ben on essaye. Hein. Après, on verra ce qu'ils en retiennent. Mais oui, au quotidien, sont ces valeurs qu'on transmet aux enfants, l'effort, le sport, les solutions aux problèmes, de s'amuser aussi, de s'amuser dans la vie. La vie est cool, la vie est fun. Faut pas trop se prendre au sérieux, faut s'amuser, faut savoir faire les choses qu'on aime. Voir la vie d'une manière fun tout en travaillant. Ouais, voilà. Alors justement, ta vie professionnelle, elle est entremêlée avec voilà, ta vie familiale, tes enfants, ton activité, ta passion pour le tennis. Comment, en fait, arrives-tu à t'organiser et à quoi ressemble une journée avec Doris? 24 heures avec Doris, c'est quoi le marathon? Ah ouais, 24 avec Doris, faut mettre les baskets là, ça va vite. Ça va vite, mais ça s'est freiné aussi. Donc une journée speed, bon, il y aura, ça sera toujours beaucoup autour des enfants aussi, de leur Mhm, rythme scolaire. Donc on s'adapte par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de rendez-vous avec les clients, il y a beaucoup de boulot quand même. Hein. mhm, On commence tôt, on finit tard. Mais à côté de ça, bon, on sait prendre le temps pour s'arrêter, pour courir, pour jouer au tennis, pour délirer, quoi. Et puis mhm. on sait s'arrêter pour ne rien faire aussi, des fois, il faut. Hein. D'accord. Donc en fait, c'est ta façon de prendre soin de toi, le sport, prendre Ouais. le temps de la Dolce Vita un peu. Ouais, pas beaucoup de Dolce Vita, pas assez peut-être pour le moment, mais, mais oui, mais toujours à faire plus d'une chose à la fois, en fait. Mhm, Donc, ouais, mhm, faire plus d'une chose à la fois, ça c'est très très fréquent. Les journées se terminent très, très tard aussi. mhm. Mais bon, mais j'aime bien ça. On prend le temps, enfin, on est content Tu de y la trouves vie. ton plaisir. Ouais, j'ai pas l'impression de subir la vie, en fait. Donc, Ouais. En prenant le temps du recul par rapport à ta vie professionnelle, ta vie de femme, ta vie de maman et en tant qu'épouse, de quoi es-tu la plus fière? ben, la vie de maman, hein. La vie de maman, bon, ça a l'air un peu bateau comme réponse, mais oui, non, la vie de maman, c'est ce qui donne du punch pour tout le reste, pour la vie de femme, pour la vie enfin, oui, pour la vie professionnelle. Et oui, c'est ce qui donne le punch. Mhm. Le soleil aussi. Je suis très contente de pouvoir voir le soleil, de dire que je suis une fille du soleil. Ah, Ouais. ça s'entend. Ah ouais. Donc, oui, bah, écoute, je suis contente de la vie qu'on mène, la vie de femme. Je suis Mhm. contente de mon entourage, de mon parcours. Après, bon, il y a toujours des choses qu'on aurait fait différemment. Euh, Globalement, j'ai pas de regrets j'ai pas de regrets. Je suis contente de ce que j'ai fait. Mhm. Euh, j'ai une dernière question. Alors, excuse-moi. Hein. Mhm, mhm, mhm. Non, j'ai plus de questions. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Maintenant, nous allons passer aux questions brûlantes où il s'agira pour toi de répondre
illico presto à ce qui te vient en premier à l'esprit. OK. D'accord. Première question. Quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 18 ans? Avancer. Allez devant, avancer. Deuxième question. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi? Quelle femme me vient à l'esprit? Tu sais quoi? Je vais te dire ma sœur. Ah, Ouais, parce que j'ai une sœur qui a eu, enfin, elle peut pas avoir d'enfant. mhm, Et je pense que être femme, ne pas pouvoir avoir d'enfant, elle a une endométriose, donc c'est quelque chose dont il faut parler. tout à Et fait. être femme et dans ces conditions-là, avoir beaucoup de personnes autour qui constamment te disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas la clé? Tu n'arrives pas à avoir des enfants? Donc toujours C'est ça. des réflexions désobligeantes. Mhm. Et malgré ça, elle est là, elle est présente avec ses neveux et nièces. Elle garde le peps parce que tu vois, je te disais tout à l'heure que les enfants sont mon énergie. Donc, Ouais, des femmes qui n'ont pas d'enfants, on les oublie souvent, mais il faut trouver une autre source d'énergie. Donc, elle est quand même bien entourée, évidemment. Elle a son mari, sa famille et tout. Mais euh, quand on a des parcours un petit peu différents de ce que la société attend, je pense exact. que ces femmes-là sont très inspirantes. Et, Mhm. et ma sœur m'inspire beaucoup parce elle est forte, elle est très combative. Mhm. Voilà. Et troisième question. Quel est le livre que tu as le plus offert? Offert. Mhm. Ah, good question. Ah, Yeah. quel est le livre que j'ai le plus offert? God, tu sais quoi? Je sens que après je vais dire mais pourquoi je lui ai pas dit ce livre-là? Ah, question brûlante. Peut-être France Antilles, hein, peut-être. Hein, parce que Eh ben écoute, j'avoue que j'ai pas offert beaucoup de livres, mais tous les samedis, je devais ramener le France Antilles à ma maman, donc le France Antilles. clin d'œil à France Entier qui vient de reprendre. Exactement. Et dernière question, tu as beaucoup parlé justement de l'avantage d'avoir des mentors, des hommes. Avec quelle femme de ton secteur professionnel euh, souhaites-tu un jour changer de place et pourquoi? Changer de... Oh my God, that's a good question. Mhm. Je me suis jamais posé la question de changer de place. J'ai beaucoup réfléchi avec quelle femme je pourrais faire des partenariats où je pourrais Parlons-en. travailler. Ouais, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient des parcours complémentaires. Je pense que faut faire attention à pas forcément chercher le clone. Mhm. Faut vraiment essayer de trouver quelqu'un qui a un parcours complémentaire. Par exemple, je suis pas fan de tout ce qui est finance, de tout ce qui est comptabilité. Donc des gens qui ont ce type d'expertise m'intéressent beaucoup pour des partenariats. Après, il faut à la fois une complémentarité sur certaines compétences, mais aussi La même vision. constance, voilà, une constance sur la vision principalement la vision de la vie sur la personne. Je pense des gens qui ont envie de faire quelque chose de positif pour notre planète, pour les femmes, pour la cause de manière générale, des gens qui ne sont pas matérialistes. Mhm. C'est voilà, c'est ce genre de personnes-là avec qui j'ai envie d'avancer dans le secteur professionnel. Mhm. Et on pourrait avoir un nom, un prénom? Il y a une femme qui s'appelle Janine Alice qui est, Mhm. qui est la fondatrice de Boost Juice. En fait, c'est une entreprise qui fabrique des jus à base de tout type de fruits. Donc, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle travaille un produit que je trouve dynamisant, énergisant, qui est le fruit, qui est le jus, mais aussi elle est mère de 4 enfants, elle a créé son entreprise et elle semble avoir beaucoup de fun dans ce qu'elle fait. Elle innove beaucoup et puis elle rend beaucoup aussi. Elle investit dans des projets très intéressants. Donc je pense que ouais, elle m'inspire. Et après en Martinique,
j'ai des amis et des connaissances professionnelles qui m'inspirent aussi. J'ai une amie, Sandra Drouot, qui est une femme qui sait faire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup de choses. Et si je dois faire quelque chose un jour, j'aimerais bien faire quelque chose avec elle aussi. Oui, les modèles ne sont pas forcément ailleurs. Je pense que là, c'est un exemple concret. Il y a des femmes qui inspirent à la fois en Australie, mais aussi en Martinique. Il y a d'autres personnes dans notre entourage qui font des choses super. Alors, nous te remercions beaucoup, Doris. Avant de terminer, quels sont tes prochains projets, puisque ça évolue beaucoup par rapport au Covid-19, et surtout, comment on peut t'aider dans ce processus? Au niveau des projets professionnels, donc là, comme je te disais, on a changé de stratégie. En fait, on est davantage sur une niche de la construction. Donc là, je travaille à développer le secteur de la construction, donc l'export de la construction, donc vers l'Australie, mais aussi depuis l'Australie. Donc, si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à recommander nos services à toute entreprise qui souhaite se développer sur l'Australie, mais aussi d'autres secteurs. Mais c'est vrai que ça, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je travaille beaucoup en ce moment. D'accord. Voilà. Ok, impeccable. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, je suis sur LinkedIn pour celles qui veulent me contacter. Je suis pas très active sur Facebook, par contre. Et puis, oui, on peut facilement me contacter sur LinkedIn ou par mon entreprise Smart Mango, smartmango.com.au, me laisser un message. Les messages me parviennent rapidement, donc on peut facilement entrer en contact avec moi. Impeccable. Merci beaucoup, Doris, de nous avoir permis de voir un petit peu ton quotidien et surtout tes aspirations en tant que femme qui a évolué dans différents pays et de nous faire entrevoir aussi la femme de valeur que tu es. Merci beaucoup, Doris. Merci, Claudia, et bravo pour ton émission. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Aussi, bye. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.